Bien, écoutez, merci d'abord de votre accueil. Donc, comme ça a été dit, moi je viens de Bordeaux, effectivement, l'un des départements qui au demeurant est engagé dans la démarche, donc j'ai suivi ça de près. Mais pour ma part, je vous parlerai plutôt d'autre chose, parce que je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle L'invention du revenu de base, la fabrique d'une utopie démocratique, dans lequel, en fait, donc c'est un petit essai qui vise à revenir en fait sur l'histoire du revenu de base en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et cela depuis la Révolution française. Vous voyez, donc on embrasse large, cela en une centaine de pages, donc c'est très synthétique, mais ça permet quand même d'en tirer un certain nombre de conclusions, et c'est peut-être par là que j'aimerais commencer pour introduire au fond nos échanges, et puis aussi l'intervention suivante de Stéphane Troussel. Le premier, donc en fait, avant peut-être, juste je vais en tirer 4 leçons au fond, que je vais partager avec vous et sur lesquelles évidemment vous pourrez être amené à réagir. D'abord, la première leçon, c'est quoi le revenu de base au fond ? Parce que derrière le revenu de base, il y a aussi d'autres notions qui peuvent être envisagées. Benoît Hamon avait parlé du revenu universel d'existence. Milton Friedman, ultralibéral, parlait lui de l'impôt négatif. Vous avez des gens qui parlent, comme Van Parijs en Belgique, qui parlent de l'allocation universelle. Vous avez donc une grande diversité, au fond, de dénominations, mais qui recoupent toutes un certain nombre de principes. D'accord ? Donc ces principes, au fond, reposent sur une idée, c'est que le revenu de base, quand on regarde vraiment ce qui définit la matrice, au fond, de cette affaire, c'est une garantie de ressources. Voilà. Si on doit le définir de manière simple, c'est une garantie de ressources. Donc ça revient finalement à instaurer un droit au revenu. Comme il y a un droit au logement, comme il y a différents droits qui peuvent exister, des droits sociaux divers et variés, eh bien il y a un droit au revenu qui s'appelle donc le revenu de base, qui est la terminologie, disons, qui peut recouvrir l'ensemble des dénominations, qui est la terminologie internationale, puisqu'il s'agit, on dit basic income au niveau anglais. Et donc le revenu de base, c'est une garantie de ressources. Et cette garantie de ressources, elle repose en fait sur 3 piliers. 3 piliers qui peuvent varier selon les curseurs qui leur sont appliqués. Le premier pilier, c'est bien évidemment l'inconditionnalité. L'inconditionnalité du droit au revenu. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, les minima sociaux, et notamment le RSA, est conditionné à une recherche d'emploi. Or, donc ça veut dire concrètement qu'on vous amène à justifier de cette recherche d'emploi. Donc vous devez démontrer que vous êtes bien actif dans cette recherche. Là, l'idée, c'est véritablement d'avoir une inconditionnalité, c'est-à-dire le faire reposer comme un droit plein et entier, avec cette idée qu'on ne peut pas suspendre ou supprimer cette allocation, qu'importe finalement si vous adoptez le bon comportement attendu de vous. Voilà. Et donc là, il peut y avoir évidemment des curseurs, on peut plus ou moins vous contraindre à certaines choses, mais en tout cas, le principe de base, c'est vraiment cette inconditionnalité. Deuxième pilier, c'est la question de l'individualité. C'est-à-dire aujourd'hui, pareil, les minima sociaux, à commencer par le RSA, sont familialisés. Ça veut dire qu'on calcule votre droit en fonction des ressources de votre foyer. Alors si vous avez très concrètement un conjoint qui gagne des revenus élevés, eh bien vous n'allez pas avoir droit aux minima sociaux. Voilà. Là, l'idée, c'est véritablement, comme c'est un droit au revenu, de le fonder sur l'individu. Voilà, c'est sur l'individu. Donc c'est vraiment un revenu d'émancipation, c'est attaché véritablement à ces droits de l'homme et du citoyen, quelque part, mais j'y reviendrai après. Troisième pilier, c'est l'universalité. Alors là, évidemment, c'est ce qui fait beaucoup débat. On l'a vu pendant la campagne présidentielle avec Benoît Hamon. L'universalité, ça peut être défini de 2 manières, au fond. Ça peut être soit l'universalité forte, c'est-à-dire une même allocation forfaitaire versée à tous, indépendamment de son niveau de ressources. Concrètement, je décide que le revenu de base, c'est 500 € par personne sans condition, et je le verse à chacun, indépendamment de ses revenus d'activité par ailleurs. Voilà. Ça, c'est la première version, c'est ce qu'on va appeler l'universalité forte. Le deuxième élément, c'est l'universalité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui aux minima sociaux, c'est-à-dire une allocation qui est adaptée aux besoins de la personne, et donc sous condition de ressources. C'est-à-dire que c'est en fonction de vos revenus d'activité que vous allez avoir un certain niveau d'allocation. Concrètement, si vous êtes très riche, vous ne toucherez rien. Par contre, si vous êtes très pauvre, eh bien, vous aurez effectivement un niveau d'allocation élevé. En quoi c'est universel ? Eh bien, c'est parce que c'est une prestation non contributive.
Ça veut dire que vous n'avez pas eu à cotiser auparavant pour avoir droit à cette allocation. Aujourd'hui, dans le système de sécurité sociale, si je prends l'assurance chômage ou bien les pensions de retraite, il faut avoir cotisé. Donc c'est assis sur le travail, vous versez des cotisations sur votre salaire, et c'est ces cotisations qui vous donnent droit à des revenus de remplacement d'un certain montant. Donc votre niveau d'indemnisation du chômage ou de pension de retraite va dépendre en fait de votre niveau de cotisation antérieur. Voyez, là, l'idée, à travers un revenu de base, c'est que dans l'universalité qu'on pourrait qualifier de basse, par exemple, eh bien, c'est de dire que c'est sans effectivement contribution préalable. Donc peu importe si vous avez cotisé ou pas, c'est un droit. Donc si vous en avez besoin, vous le touchez. Voilà. Ça, c'est les 3 piliers sur lesquels repose le revenu de base. Et donc la définition, et vous le voyez bien, peut varier considérablement selon les curseurs qui leur sont appliqués et selon l'ajustement entre ces différents curseurs. Vous pouvez avoir des versions extrêmement différentes, mais je vais y revenir dans un instant. Donc ça, c'est vraiment la première leçon. Donc une garantie de ressources et 3 piliers, donc inconditionnalité, individualité et universalité. Deuxième leçon de ce livre, c'est que le revenu de base, d'abord, c'est une idée qui est ancienne. C'est une idée, moi je la fais remonter à la Révolution française. Bon, en historien, on peut toujours trouver des antériorités, et je trouvais intéressant de la lier au projet de la modernité, en fait. C'est pour ça que je lui donne comme date de naissance la Révolution française. Mais le revenu de base, véritablement, c'est donc une idée ancienne qui traverse l'histoire, c'est une ligne de force qui traverse l'histoire et qui alterne au fond lueurs et éclipses. Lueurs et éclipses. Il y a des moments où le revenu de base est particulièrement fort et des moments où on n'en parle plus, ou peu, où c'est une idée très marginale. Et les moments où on en parle beaucoup, en général, c'est des moments où ce sont des moments critiques et ce sont des moments de crise, des moments de crise majeure. La date de naissance que j'évoquais sur la Révolution française est symptomatique de cela. C'est une révolution, donc c'est une crise politique, il y a même eu une crise en termes de guerre, puisqu'il y a une guerre avec toute l'Europe. Donc c'est une crise majeure, une crise politique majeure, la Révolution française, au cours de laquelle donc cette idée émerge. Dans un contexte double, c'est-à-dire à la fois d'émergence des droits de l'homme et du citoyen, la question notamment du suffrage universel qui était particulièrement débattue, mais aussi dans un contexte de réflexion sur la question sociale. On n'appelait pas comme ça. À l'époque, on parlait plutôt de questions agraires, puisque le gros enjeu dans une société rurale, société française de la fin du XVIIIe siècle, c'était évidemment la propriété. Propriété qui était essentiellement, qui appartenait essentiellement à la noblesse et au clergé. Et donc il y avait un gros enjeu, si vous voulez, pour le troisième ordre, c'est-à-dire le tiers-État, d'accéder à cette propriété-là. Et donc il y avait tout un jeu et tout un processus politique de redistribution, notamment des terres, très imparfait, dans un contexte là encore très particulier et très exceptionnel, et donc une question qui se posait sur la propriété. Donc vous voyez à la fois finalement une question politique, le suffrage universel pour aller vite, et une question sociale, la question agraire. Et c'est dans ce contexte-là qu'un sujet britannique qui s'est investi dans la Révolution française, Thomas Paine, qui auparavant d'ailleurs avait largement participé à la Révolution américaine, c'était un pamphlétaire assez célèbre à l'époque, qui se retrouve donc là au milieu de la Révolution française et qui va expliquer au fond que dans ce contexte, dans un moment où il y a plutôt un tournant conservateur d'ailleurs de la Révolution française, on va éviter de mettre davantage la France à feu et à sang, elle est déjà bien assez, et donc on va essayer de concevoir une réforme qui soit susceptible finalement de résoudre cette question politique et cette question sociale. Et donc, il crée cette idée, non pas d'un revenu de base, puisque ce n'était pas le terme employé, mais d'une, on va dire, une dotation universelle. L'idée est simple, c'est verser à chaque citoyen à son entrée dans la majorité et à chaque citoyen au moment de sa sortie du travail, c'est-à-dire au moment de sa retraite, si vous voulez, une dotation, un capital universel, parce que là c'est versé à tous et sans condition de ressources, et cette dotation finalement vise à assurer l'autonomie de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a le suffrage universel qui vous donne des droits politiques, et à côté, il doit y avoir des droits sociaux, c'est-à-dire cette allocation, cette dotation, ce capital qui est versé à l'entrée en majorité. Et cette question de la jeunesse, je pense que Stéphane y reviendra abondamment tout à l'heure, mais cette question de la jeunesse était déjà centrale au départ, et à la retraite. Voilà, dans un système où il n'y avait pas la sécurité sociale, évidemment. Donc il s'agit finalement de créer les prémices de réforme sociale, pas encore totalement d'un État social, mais voilà l'idée. Et cette allocation, cette dotation, ce capital sera financé, dans son esprit, par l'héritage. C'est-à-dire qu'il faut asseoir cela sur la propriété foncière, et notamment lors de sa transmission par héritage.
D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas exproprier finalement les gens, parce que concrètement, on est déjà dans un moment où on guillotine pas mal de monde, bon, c'est déjà assez tendu. Donc, on va plutôt passer par les héritages, hein, c'est plus facile de leur prendre quand ils sont morts. Et donc, après, on va redistribuer donc, sous la forme de ce capital, et donc ça va permettre de faire un impôt finalement sur le patrimoine foncier, voilà, via l'héritage, ce qui va permettre de redistribuer de fait la richesse nationale et d'asseoir pleinement une citoyenneté politique et sociale. Parce que finalement, il ne peut pas y avoir d'exercice de la citoyenneté politique sans assise sociale. Voilà, c'était ça l'idée de base. Et cette idée, donc, je vous le dis, va se poursuivre et va rejaillir, va ressurgir à différents moments clés, à différents moments critiques de l'histoire. Et à chaque fois, c'est lié à des crises. Ça peut être lié à la révolution industrielle, hein, et notamment à ses débuts en France avec, par exemple, un Charles Fourier, hein, un des principaux penseurs du socialisme utopique qui parlait du minimum, hein, il parlait du droit à un minimum, qui pouvait prendre des formes variées, soit ça pouvait être des biens, par exemple de l'alimentation, un logement, des vêtements, soit ça pouvait être une forme monétaire, c'était pas très bien fixé dans son esprit, mais il y avait cette idée d'un minimum, soit versé d'ailleurs à quelques-uns, ceux qui en ont besoin, soit versé à tous, hein, ce n'était là aussi pas très clair, mais voilà, il y avait cette idée-là dans le socialisme utopique, dans le contexte du début d'industrialisation, on va dire, en France. Autre moment de crise, donc là c'est crise économique, hein, ce changement finalement de modèle économique avec une transition d'un modèle agraire vers un modèle industriel, hein, mais tout relatif, hein, parce que là on était surtout sur une réflexion autour de la ville. Mais troisième temps, c'est la guerre. La guerre, évidemment, la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez des travaillistes, hein, donc en Grande-Bretagne, qui vont se saisir de ce sujet, qui vont le débattre, qui vont appeler ça le dividende social. Et l'idée, c'est comment on peut, au lendemain d'une guerre, une guerre totale, Première Guerre mondiale, eh bien, arriver finalement à reconstruire le pays. Cela donc, non seulement en soutenant la demande, hein, on était déjà dans des idées pré-keynésiennes au fond, mais aussi tout simplement en résorbant eh bien, la question sociale qui se pose alors avec là encore un système de protection sociale relativement faible. Et donc il y a des gens, des ingénieurs souvent d'ailleurs, hein, c'est le lien à la reconstruction d'après-guerre, eh bien, des ingénieurs qui vont défendre l'idée de mettre en place un dividende social, donc fondé sur l'impôt, qui sera redistribué ensuite sous la forme donc d'un dividende versé à tous de la même manière. Voilà. Donc vous voyez là encore, la Première Guerre mondiale, grande crise également, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc ça, cette deuxième leçon finalement du revenu de base est très importante. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'idée du revenu de base est à nouveau, je dirais, sous le feu des projecteurs, alors qu'il y a eu la crise évidemment du capitalisme de 2008. Hein, et on est dans un nouveau cycle, je dirais, de mouvements sociaux de différentes natures, avec aussi un retour conservateur, on pourra sans doute y revenir, mais n'empêche qu'il y a cette crise du capitalisme qui a engendré aussi des propositions en matière de revenus de base. Voilà, ça c'était vraiment la deuxième leçon. Troisième leçon de ce livre, c'est l'idée au fond que c'est une idée transpartisane. Voilà, un point important, c'est-à-dire là dans le cas présent, c'était des départements plutôt socialistes qui le portaient, mais c'est une idée qui est défendue dans tous les courants politiques. Je vais vous citer deux exemples. Il y a par exemple Milton Friedman, j'en parlais au début, qui a parlé de l'impôt négatif. Milton Friedman, vous savez, c'est le prophète de l'ultralibéralisme, c'est les Chicago Boys hein, qui ont évidemment fait la contre-révolution chilienne. Enfin bon, donc il y a eu tout un tas d'éléments de ce type voilà, qui font que ce personnage n'est guère sympathique, mais ce personnage-là a l'idée d'un impôt négatif, je vais revenir sur la définition après, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a cette idée pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où les États-Unis se posent la question d'un prélèvement à la source, prélèvement de l'impôt à la source. Pour financer l'effort de guerre, ils veulent prélever l'impôt à la source, qui a été mis en place hein, l'an dernier, en France. Eh bien, à l'époque, c'est ce qui se pose, et c'est corrélé à ce prélèvement de l'impôt à la source qu'il se dit il faut aussi mettre en place des politiques redistributives, l'impôt négatif, qui soit directement lié. Donc, quelle est son idée? C'est de dire en gros, l'impôt positif, c'est quand on vous prend de l'argent, hein, donc c'est pas très positif pour vous, mais le solde est positif pour l'administration. Donc quand on vous prend de l'argent, c'est l'impôt positif. Et donc quand vous avez des revenus d'activité, on va vous prélever. Et quand vous n'avez pas de ressources, eh bien c'est l'administration fiscale qui va vous verser quelque chose, qu'on va appeler l'impôt négatif. Négatif pour l'administration, mais tout à fait positif pour vous. Donc voilà cette idée, vous voyez, donc un petit mécanisme finalement fiscal qui permet à la fois de prélever et à la fois de redistribuer.
donc en lien, vous voyez, à ce prélèvement de l'impôt à la source. Et cette idée, il va véritablement la mettre en avant en 1962 dans un livre qui s'appelle « Capitalisme et liberté ». Alors évidemment, Milton Friedman, c'est pas un philanthrope. C'est quelqu'un qui a une pensée libérale très forte. C'était aussi quelqu'un qui était très engagé dans tout un tas de controverses. C'est un pamphlétaire. Et Milton Friedman, il vous fait 500 pages dans Capitalisme et Liberté sur il faut détricoter l'État, plus de services publics, plus d'État social, plus de SMIC, plus de subventions à différents secteurs économiques que l'on voudrait soutenir. Donc la PAC, c'est terminé. Enfin bon, tout ça, c'est terminé. Et à la fin, il se réserve 3 pages pour dire bon, quand même, alors il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais pour éviter que la société évidemment périclite totalement, qu'on ait en particulier la révolution, il ne le formule pas en ces termes, mais évidemment c'est l'idée qu'il a en tête, eh bien il dit on va mettre en place cet impôt négatif. Voilà, donc si vous voulez, on va détricoter totalement l'État social, l'État interventionniste, etc., et on va faire un impôt négatif. Voilà, ça c'est l'idée, si vous voulez, ultralibérale par excellence, qui peut être reprise, mais qui est quand même très très minoritaire, en France. C'est une idée qui serait plutôt défendue, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, par les startups de la Silicon Valley. Si vous voulez, pour la situer, l'héritage est plutôt de ce côté-là. En France, c'est quand même des idées qui, de fait, sont très très minoritaires. On voit mal comment on pourrait abattre la sécurité sociale du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première idée. Après, à côté de ça, vous avez des versions qui peuvent être extrêmement maximalistes. C'est André Gorz, par exemple. André Gorz, c'est un théoricien de l'écologie politique et du revenu universel. Alors, il l'a d'abord combattu, je passe les détails, mais ensuite il s'y est rallié. Et André Gorz, dans son idée, c'était finalement que la technique pouvait nous libérer du travail. Et donc, on pouvait dépasser le salariat, et à partir de là, verser un revenu primaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus besoin de faire de la redistribution, etc. On verse un revenu primaire assez élevé. Il considérait que ça devait être individuel, inconditionnel, suffisant pour vivre sans avoir besoin de travailler. Et donc, on est là dans une utopie post-salariale, avec l'idée aussi de créer, il y avait toute une utopie derrière sociale, avec l'idée de créer des systèmes autogérés, des villes autogérées, des ateliers autogérés, parce que les gens pourraient quand même travailler, bien sûr, à côté, mais sur la base de leur libre volonté. Voilà. C'était vraiment ça. Donc, vous voyez, dans le spectre politique, finalement, vous pouvez avoir des versions extrêmement différentes entre un Milton Friedman et un André Gorz, évidemment. Il y a de la place pour toutes les nuances possibles. Voilà. Ça me semble important. Quatrième leçon, ça permettra d'introduire l'intervention suivante. Quatrième leçon, c'est le sous-titre du livre, je l'ai sous-titré « La fabrique », pour donner le caractère concret, mais surtout d'une utopie démocratique. Vous savez qu'il y a plusieurs intellectuels aujourd'hui qui défendent l'idée, finalement, qu'en gros, dans le monde postmoderne dans lequel nous sommes, après la fin des grands récits, après la chute du mur, la chute du bloc soviétique, sauf quelques cas, évidemment, mais après la chute, en tout cas, du monde communiste, eh bien, il y a besoin d'inventer de nouveaux récits. Alors, les écologistes, par exemple, vous inventez le récit autour de l'effondrement et de la résilience. Donc il peut y avoir comme ça des nouveaux récits, en tout cas il y a des tentatives différentes de création de nouveaux récits. Et vous avez plusieurs théoriciens du socialisme. Je pense à Eric Olin Wright, qui est mort d'ailleurs récemment, sociologue américain. Je pense à Axel Honneth, également, qui a écrit L'idée du socialisme récemment, donc c'est une série de courts essais, on va dire. Eh bien, ces deux auteurs, par exemple, ont défendu l'idée qu'il fallait créer des utopies à expérimenter. C'est-à-dire finalement créer de nouveaux récits mobilisateurs qui puissent finalement projeter vers un autre horizon, parce que l'utopie c'est cela. L'utopie c'est ce qui ouvre une fenêtre vers un ailleurs qui n'existe pas mais qui est un futur possible. Eh bien, cette utopie-là, il faut l'expérimenter parce qu'il faut l'éprouver au réel. Parce que le socialisme, effectivement, a largement perdu la bataille des idées. Donc il s'agit évidemment de le réancrer dans la réalité et donc de passer pour cela par des stratégies d'expérimentation. Voilà, je crois que ça c'est un élément clé et probablement le dernier élément que je souhaitais aborder dans ce livre. Il y a eu des cycles d'expérimentation, il y en a eu 2. Il y en a eu autour du revenu de base. Il y a eu un premier cycle d'expérimentation en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada dans les années 60-70. Il y a eu déjà des expérimentations qui ont été conduites, mal évaluées, mais quand même avec un travail notamment d'archives. Il a été établi effectivement différents effets, on pourra y revenir,
positive, bien entendu. Et puis un second cycle d'expérimentation, c'est le cycle actuel. Il y a eu des cas en Finlande, évidemment pour l'un des cas les plus connus récemment, et puis bien sûr le débat français. Voilà, donc j'aimerais juste conclure sur ces 4 aspects, finalement, en disant ceci, c'est que le revenu de base a cette grande utilité, finalement, de nous permettre de reposer la question du rapport au travail, on l'a vu, du rapport à la propriété, du rapport à la démocratie. Voilà, donc tout un tas de grandes questions comme ça qui sont réamenées finalement par le revenu de base et dont la principale utilité, évidemment, c'est d'alimenter le débat public, ce pourquoi nous sommes là ce soir. Voilà, je vous remercie.